Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les cigognes blanches. Symbole, entre autres, de l'Alsace, elles semblent se plaire particulièrement dans un village du Bas-Rhin. Nous sommes avec le maire de Neuvillers-les-Savernes. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Daniel Burrus, bonjour. Bonjour. Daniel Burrus, nous sommes ici avec vous devant la salle du patrimoine de cette commune de Neuvillers-les-Savernes. Vous êtes le maire. Neuvillers-les-Savernes, une vraie commune alsacienne. Oui, on est alsacien, on a des cigognes entre autres, l'emblème de l'Alsace. Après, c'est vrai qu'on a été lorrain aussi à un moment parce qu'on dépendait de l'évêque de Metz. Fondateur entre autres de l'abbatiale de Neuvillers et de tout le pèlerinage. Mais on est au pied des Vosges du Nord, donc on est en Alsace, mais pas très loin de la Lorraine. Commune du territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord. Oui, on est donc une commune du parc des Vosges du Nord. Entre autres, nous, on a l'avantage d'avoir, donc on est au piémont des Vosges du Nord, donc on est à une partie forestière, et on a une partie plaine avec agriculture et aussi des zones humides, d'où les cigognes qui aiment manger chez nous. Peut-être pas que les cigognes, aussi les touristes de passage, quelques bonnes auberges ici à Neuvillers-les-Savernes. Monsieur le maire, combien d'habitants à Neuvillers-les-Savernes ? On a à peu près 1200 habitants. C'est une commune de taille moyenne pour l'Alsace, pour en tout cas le Bas-Rhin ? Moyenne, mais bon, par rapport aux communes alentours, on fait partie des grosses communes au niveau de la Comcom. Il y a 3 communes principales qui ont plus de 1000 habitants. Les autres communes sont toujours entre 400 et 700 habitants. Alors, si nous sommes aujourd'hui à Neuvillers-les-Savernes, Daniel Burrus, c'est parce que ici à Neuvillers, il y a une forte densité de nids de cigognes. Partout où on lève les yeux, eh bien, on ne peut pas éviter de voir ces nids. C'est peut-être exprès à Neuvillers-les-Savernes. Avant, vous me parliez de la population, je parle de 1200 habitants. J'ai oublié de dire qu'on avait aussi 25 nids, plus encore, si on dit qu'on a 5 cigognes en même temps, on a quand même une population qui est encore plus élevée à Neuvillers. Un ratio, vous avez déjà fait le ratio de cigognes par rapport au nombre d'habitants. Voilà, donc après, bon, elles font partie du paysage, surtout du paysage aérien, parce qu'on les voit voler à ras-motte, elles sont intégrées. Elles sont aussi très présentes. Alors, bien sûr, il y a le côté très sympathique de leur présence. Ça rappelle inévitablement, c'est certain, que nous sommes en Alsace. Pour autant, est-ce qu'il y a des gênes aussi qu'elles occasionnent ? Vous êtes le maire d'une commune, ça peut poser des problèmes ? Les nids deviennent de plus en plus hauts. Donc, à un moment, il y a des nids qui sont tombés cette année. Coup de vent, il y a un nid qui tombe. Donc, tout dépend où il est placé ce nid. Ça peut quand même engendrer des dangers pour des gens qui se promènent en dessous. Mais aussi, quand elles viennent pour construire leur nid, elles ramènent des branches. Les branches tombent, elles tombent dans les gouttières. Les gouttières sont bouchées. Donc, après, il y a de l'eau qui déborde. Comme partout, il y a des avantages et des inconvénients. Mais faut faire avec. Comment réagit la population dans son ensemble, Daniel Burrus, à la présence des cigognes, on va dire assez nombreuses néanmoins ici à Neuvillers-les-Savernes ? On est content de les avoir, ça nous perturbe pas qu'on ait autant de nids de cigognes. Après, il y a des nids de cigognes sur les toits des maisons, ou les cheminées, mais on a aussi des nids de cigognes qui sont un petit peu disséminés, un petit peu en dehors du village, sur des arbres, donc c'est pas que concentré au centre du village. Mais sinon tout va bien, sauf que des fois c'est pas propre au niveau des gouttières, mais bon, l'Alsacien aime bien le côté propre. Notamment.
Donc si je comprends bien, Daniel Burrus, la présence des cigognes n'est en rien ne découle en rien d'une volonté politique. Elles sont là aujourd'hui. Vous évoquiez quelques désagréments. On verra également que c'est une espèce bien sûr protégée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique cigogne à Neuwiller-les-Savernes ? Non, pas encore. La population a quand même augmenté un petit peu ces derniers temps. On commence à se rendre compte que... Vous parlez de la population de cigognes. Oui, la population est cigogne. Parce que le thème, c'est la cigogne, c'est pas la population de Neuwiller. Donc, elle a augmenté. Et c'est vrai que là, on se rend un petit peu compte, on a parlé des quelques désagréments. On a réussi à accéder à quelques gouttières, donc on a pu nettoyer, mais il y en a qui sont... on a des bâtiments qui sont hauts, donc pour y accéder. Et c'est là que, pour l'instant, je veux dire, on râle pas trop, mais le jour où on fera peut-être un budget pour nettoyer toutes les gouttières avec des nacelles et des normes de sécurité, peut-être là, ça commencera à râler. Il y a peut-être encore un peu de temps. On va profiter de la présence d'un spécialiste, notamment des cigognes, ici à Neuwiller-les-Savernes, pour continuer cette découverte. Guy Marchive, bonjour. Bonjour. Guy Marchive, vous êtes le directeur du groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace Le Gornat. C'est un centre de soins agréé pour la faune sauvage et vous êtes, je disais, spécialiste notamment des cigognes. Alors on est ici dans la cour du foyer paroissial de Neuwiller-les-Savernes. Rien qu'autour de nous, là, même si on bouge un tout petit peu, on a plus d'une dizaine de nids de cigognes à Neuwiller-les-Savernes. On parle de cigogne blanche. Pourquoi cigogne blanche ? La cigogne blanche, il faut savoir qu'en cigogne, il y a deux espèces. La cigogne blanche, qui est la plus commune, et la cigogne noire. D'accord ? Donc, la cigogne blanche, qu'on voit beaucoup plus rarement, parce que tout simplement, le comportement naturel est différent. La cigogne noire est une espèce forestière, très discrète, et la cigogne blanche est plus en milieu urbain, d'où aussi le fait qu'on a autant de nids autour de nous. Elles se sont acclimatées à l'homme. Est-ce qu'on sait pourquoi, Guy Marchive, les cigognes sont autant inféodées à l'Alsace et au point d'en devenir un peu le symbole touristique international ? Le vrai symbole, c'est vrai. Mais disons, il faut, je crois, rechercher des causes plutôt naturelles, biologiques. L'Alsace, avec la plaine du Rhin, avec le riz alsacien, est quand même une région où il y a beaucoup de prairies, où il y avait beaucoup de prairies, de milieux humides. Donc c'est vraiment ce qui est favorable aux cigognes, qui est quand même un échassis, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et donc ils trouvaient potentiel pour se nourrir. Donc c'est vrai que c'est devenu un symbole du fait qu'il y en avait pas mal. Alors justement, ça se nourrit de quoi, les cigognes blanches, Guy Marchive ? Alors les cigognes blanches se nourrissent, on va dire, c'est très large, c'est très varié, mais c'est essentiellement des insectes. À peu près 50% ce sont des insectes. Et après, ça peut être des reptiles, des petits rongeurs, éventuellement des petits oiseaux. Des amphibiens. Vraiment, c'est comment ? Des amphibiens. Des amphibiens, tout à fait. Donc c'est vraiment très vaste, mais avec quand même une forte dominante d'insectes. Alors, on a vu l'Alsace, on a compris, grâce aux explications Guy Marchive, c'est lié au biotope, mais est-ce qu'on sait pourquoi il y a une telle concentration, une telle présence de nids de cigognes ici à Neuwiller-les-Savernes ? Alors, honnêtement, non. Non, vraiment, on est incapable de répondre à cette question. C'est vrai que c'est par rapport à la surface, par rapport au nombre d'habitants. Donc, c'est vrai que le nombre d'habitants, il y a quand même à peu près, on va dire, pas loin de 25 nids. Donc avec les jeunes qui sont éclos maintenant et tout. Mais bon, on revient un petit peu à ce que j'ai dit avant. Il faut savoir qu'autour de Neuwiller, il y a énormément de prés, de prairies humides. Donc automatiquement, à partir du moment où il y a un potentiel nourriture, les animaux suivent. Et également, il faut peut-être aussi rappeler, c'est que la cigogne blanche n'a pas de prédateurs. Donc ça joue également. On n'en a jamais eu ? Non, à ma connaissance, non. La cigogne... ça doit être éventuellement les jeunes dans les nids quand ils sont tout petits, mais bien que les parents les défendent. Mais bon, disons ça, sur l'impact au niveau de la population, ça doit être infime. Alors précisément, ça devrait au contraire favoriser leur déploiement. Elles ont été en grave danger et ont dû faire face à une forte déclinaison des populations, déclin des populations dans les années 80, Guy Marchive. Oui, tout à fait. Il y avait plusieurs facteurs. Il y avait déjà des pesticides, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait le DDT qui fragilisait les coquilles des œufs. Il faut savoir que... Le glyphosate de l'époque. Voilà, en quelque sorte. Il faut savoir aussi que la loi de protection des espèces date de 1981.
Avant, les espèces animales sauvages n'étaient pas protégées, n'avaient pas un statut de protection. Donc il y avait des tirs, des chasses, plein de facteurs qui faisaient qu'en plus, comme oiseaux migrateurs qui se déplaçaient, qui a augmenté les risques, et donc il y avait pas mal de mortalité qui a amené à avoir une population. En Alsace, en 1980, il y avait encore 7 nids, c'est tout. Maintenant on est à 800. Il y a quand même eu un sacré changement. Dû essentiellement à une politique volontariste d'acclimatation. D'acclimatation dans un premier temps, lorsqu'il y avait de l'élevage en captivité, où les jeunes étaient maintenus pendant 3 ans dans les enclos pour leur faire perdre l'instinct migratoire et donc pour limiter aussi les risques liés aux migrations. Mais petit à petit, maintenant, ceux qui étaient, on va dire, bloqués, entre parenthèses, en période hivernale, ont refait des jeunes, mais qui ont conservé, eux, la partie migration. Donc maintenant, on est arrivé, d'après moi, bien que je ne sois pas devin, à une période, je dirais, maximale de population qui va se stabiliser, peut-être même un peu descendre dans les prochaines années. Mais elles ne vont pas toutes être à Neuvillers-les-Savernes. J'espère que non. Guy Marchive, les cigognes ici que l'on voit sur les nids à Neuvillers-les-Savernes, sur pratiquement tous les toits qui nous environnent, sont toutes, elles, redevenues en quelque sorte totalement sauvages et migratrices. Ah oui, tout à fait. Alors celles-là sont sauvages, migratrices, donc comme les jeunes maintenant qui éclosent. Donc il n'y a vraiment plus de cigognes sédentaires qui ont besoin d'être nourries et tout, d'être accompagnées en période hivernale. Maintenant, ce cycle-là est passé. Elles sont toutes, vraiment, on en entend une qui craquette. Et donc, elles sont toutes revenues maintenant dans un cycle de migration habituel. Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas de marmots, la cigogne faisait tout le boulot. C'est pas facile de nulle part, d'être le bébé fun de Mazar. Hey Gypsy, t'as plus de veine que moi, le blues il sent bon dans ta voix. Elsa's Blues, Elsa's Blues, Summer Moons. Va falloir que je recouse. Elsa encore un verre de Sylvaner pour graisser le rocking chair de grand-mère. Mets ton papillon noir sur la tête, je te ferai un câlin ce soir après la fête. Faut pas que je parle au Lévi d'en face, mais m'a dit reste à ta place. Hey Gypsy, j'aurai pas mon bac, je ferai jamais la carrière de Bismarck. Elsa's Blues, Elsa's Blues, Summer Moons. Va falloir que je recousse. Elsa's Blues, Summer Moons. Va falloir que je recouse. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'habite un bloc sous la mer. Elsa est aussi belle qu'hier. Son papillon se noie dans mon blanc sec. J'ai pas trouvé le dernier Kraftwerk. Elsa's Blues, Elsa's Blues, Summer Moons. Va falloir que je recours.
Et nous sommes toujours avec Guy Marchive, directeur du groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, le Gornat. Guy Marchive, toujours ici dans la cour du foyer commune, du foyer paroissial de Neuvillers-les-Savernes, avec eh bien, des nids de cigognes pratiquement partout autour de nous. Combien ça pèse un nid de cigogne, Guy Marchive? Alors un nid de cigogne, tout dépend un peu de l'évolution. Il faut savoir qu'un nid évolue d'année en année. Et donc les cigognes rajoutent des branches d'année en année. Donc le poids, disons, de départ est à peu près de 60 kg, mais il n'est pas rare de trouver des nids qui fassent 250 kg. Donc c'est vraiment de sacrés édifices qui sont même des fois un peu dangereux vu le poids et peuvent causer des dégâts. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui, Guy Marchive, pourquoi on retrouve les nids de cigognes sur les cheminées et pas ailleurs? Encore que ça se dément ici à Neuvillers-les-Savernes, puisque juste en face de nous, il y a un nid posé sur, entre des statues de la magnifique abbatiale de Neuvillers-les-Savernes. Il y en a également sur des arbres, mais là, juste à ma droite, il y a 4 nids sur 5 des cheminées, notamment avec une plateforme. Est-ce qu'on sait pourquoi elles choisissent les cheminées, Guy Marchive? Je pense que les cheminées, ils les choisissent en fonction un peu de leur architecture. À partir du moment où il y a justement une plateforme, un brise-vent, on va dire, un peu comme une mitre autrefois, ça leur sert de plateau et donc de surface pour pouvoir construire. Donc c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on en trouve pas mal sur les cheminées. Il y a d'autres types de construction de nids de cigogne qui sont plus sur des installations électriques en tête de poteaux ou des fils maintenant qui sont bien sûr isolés mais autoportés, forment une sorte de croix en partant du poteau et servent également de base. À la construction. Parce que c'est une architecture assez extraordinaire quand même, la manière dont elles fabriquent leur nid à partir de rien finalement. Oui, mais bon, ça c'est vraiment, je dirais, ancré dans leur gène, mais il y a comme beaucoup d'oiseaux qui fabriquent des nids superbes, avec les tisserands et tout. Donc c'est vrai qu'il y a, je dirais, un savoir-faire, il y a peut-être aussi une part de hasard, je ne veux pas dire, mais quand on voit comme les branches sont entrelacées, c'est vrai que c'est assez impressionnant de montrer que quand il y a un orage, quand il y a des coups de vent, que ces nids tiennent. C'est quand même rare que des nids tombent, donc c'est quand même quelque chose de très solide. Combien de cigogneaux dans un nid de cigogne? Alors j'imagine que c'est le cas ici à Neuvillers, mais ça va être le cas un peu partout, Guy Marchive. Le nombre varie. Disons, la nature est bien faite. Il faut savoir aussi que le nombre de jeunes est toujours un petit peu proportionnel au potentiel de nourriture disponible. Donc, c'est-à-dire que les femelles pondent tant et tant d'œufs en fonction du potentiel de nourriture. Maintenant, on a eu un cas il n'y a pas si longtemps au centre de soins, où on a accueilli 5 cigogneaux. Mais ça, c'est vraiment très exceptionnel. C'est la famille nombreuse. Là. Voilà, c'est la famille nombreuse. Je dirais que si on voulait retenir une moyenne, c'est plutôt 3 individus. Et en général, après, en fonction des conditions climatiques, à l'envol, ce qu'on appelle donc les jeunes qui ne décèdent pas, qui ne meurent pas dans le nid, c'est entre 1 et 2. Et là aussi, j'imagine que c'est assez calé sur des autres espèces d'oiseaux. Période de ponte, période d'envol des jeunes, Guy Marchive? Calé sur d'autres espèces, pas particulièrement. Il y a des espèces qui en profitent, on va dire indirectement. Donc des passereaux, des fois, qui nichent eux aussi sous les nids de cigognes, dans les nids de cigognes, qui en profitent. C'est de la colocation. C'est de la colocation. Maintenant, après, est-ce qu'il y a des interactions entre d'autres espèces? Pas particulièrement. Pas à ma connaissance. Mais je veux dire, les cigognes pondent leurs œufs à quelle période de l'année? Et puis on va pouvoir assister ici à l'envol des jeunes à quel moment? Disons, ça dépend aussi à partir de quel moment ils reviennent de migration. En général, c'est vers la mi-février. En gros, des fois fin février. Après, il y a toute la période prénuptiale, simulacre de construction de nid ou renforcement de nids existants. Tout ça, ce sont des spectacles que l'on peut après, il y a admirer la ponte, ici à Neuvillers, il y a toute la période de couvaison, après il y a les jeunes qui éclosent, après le temps que les jeunes soient élevés, soit à l'envol. Ensuite, il y a une phase, on va dire, d'acclimatation des jeunes pour l'apprentissage à la prédation, c'est-à-dire ils apprennent à se nourrir tout seuls. Et une fois que toutes ces phases sont terminées, que les cigognes sont prêtes, en général vers on va dire début août, 15 août, les jeunes, je dis bien les jeunes, commencent à partir, alors que les adultes partent plus tard. Alors ça c'est intéressant, Guy Marchive, parce qu'on a comme ça toute une série de, je dirais presque de croyances sur notamment la manière dont elles vont migrer, dont elles vont revenir. Parmi ces croyances, peut-être celle qui consiste à croire précisément qu'elles reviennent toujours dans le même nid. Non, c'est faux. Il y a eu des études qui ont été faites depuis de nombreuses années. C'est faux que ce soit les mêmes qui reviennent. Effectivement, un couple d'adultes qui a son nid, en général d'ailleurs c'est le mâle qui revient en premier de migration et qui attend la femelle, peut garder le nid, son nid, on va dire. Mais les jeunes qui déjà
ne reviennent pas la première année. Il faut savoir que comme ils ne sont pas matures sexuellement, la première année, ils ne migrent pas. Ils restent dans leur site de migration hivernaux, au chaud, et reviennent seulement l'année d'après. Donc, ça veut dire que les cigognes qu'on a en Alsace ont toutes minimum 2 ans. Ah oui, celles que l'on voit là, sauf les jeunes qui sont dans les nids maintenant. C'est ça. Mais telles qu'elles ont la taille adulte, oui, ont au minimum 2 ans. On retrouve ce même phénomène chez les anguilles, je crois. C'est possible, je crois que les anguilles, ça dure même 3 ans. Donc, mais bon, ça peut varier aussi au niveau maturité sexuelle chez les cigognes, quoi, donc c'est au moins 2 ans, quoi, au moins. À propos de migration, où vont-elles? Est-ce qu'on le sait précisément où elles passent l'hiver? Je ne sais pas si les cigognes de Neuwiller-les-Savernes sont toutes baguées. Est-ce qu'on a des informations précises sur leur voyage? Il y a des études qui datent d'il y a très longtemps maintenant. Donc on sait exactement où est-ce qu'elles migrent, comment elles migrent. Donc il faut savoir que les cigognes n'aiment pas trop voler, battre des ailes. Ce sont plutôt des planeurs. Donc elles utilisent les vents ascendants. Et donc pour migrer, elles vont en général... elles allaient beaucoup en Afrique subsaharienne, et donc utiliser les endroits où il y avait ces fameux thermiques, donc ces vents ascendants. Comme font les planeurs, du reste. Comme font les planeurs, tout à fait. Et passer soit par le détroit de Gibraltar, soit passer côté Israël pour rejoindre l'Afrique. Donc il y a 2 passages qui sont connus. 2 couloirs. Voilà, 2 couloirs, tout à fait, où il y a une concentration. Maintenant, ce qu'on constate depuis plusieurs années, est-ce que c'est une conséquence du réchauffement climatique? On n'en sait rien. Mais beaucoup de cigognes ne migrent plus jusqu'en Afrique. Beaucoup stationnent par exemple en Espagne, même dans le sud de la France. C'est pas rare en période hivernale de voir beaucoup de cigognes dans le sud de la France. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas, à partir du moment où il y a de la nourriture, elles ne migrent pas à cause du froid. C'est toujours une histoire de potentiel nourriture. Tant qu'elles trouvent de la nourriture, elles ne vont pas plus loin. Elles ne se cassent pas la tête. Guy Marchive, vous recueillez au Gorna, au groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, ce centre de soins agréé pour la faune sauvage dont vous êtes le directeur. Est-ce que vous accueillez aussi des cigognes blanches? Bien sûr, comme toutes les espèces. Disons, on a, je dirais, l'année dernière, pour donner un chiffre de notion, enfin une notion de chiffre, on avait 58 accueils de cigognes au courant 2017. C'est impressionnant. Elles viennent d'où, ces cigognes? Alors, ce sont essentiellement des jeunes qui sont tombés des nids. Ça arrive. Lorsqu'il y a, par exemple, des orages, elles écartent un peu leurs ailes. Dès qu'elles ont des plumes, le coup de vent, pam, elles sont par terre. Il y a la deuxième partie qui est essentiellement des jeunes qui sont tout juste volantes. C'est-à-dire, elles ont les plumes, elles veulent commencer à voler, mais seulement elles sont très maladroites. Il suffit que, par exemple, il y ait un épisode pluvieux, elles sont plus lourdes, le plumage est mouillé. Et donc elles se retrouvent au sol et elles ne peuvent plus redécoller. Donc ça peut être également une cause. Et des fois elles sont au bord des routes ou dans les villages et donc les gens s'inquiètent. Et après, il y a encore des cas de collision, par exemple avec des lignes électriques. Il n'y a plus d'électrocution chez nous, mais des collisions avec les câbles électriques. Mais c'est de plus en plus rare parce qu'il y a un suivi régulier qui est fait. Et dès qu'il y a une zone accidentogène, on le signale à l'établissement chargé du réseau électrique qui sécurise. Donc ça va, quoi. Guy Marchive, et puis vous rappelez également que les cigognes blanches, les cigognes noires aussi, mais on parle aujourd'hui des cigognes blanches ici à Neuwiller-les-Savernes, mais partout en Alsace et partout en France et partout dans le monde. Alors partout dans le monde, je ne sais pas, mais en tout cas en France, elles sont protégées, pas seulement les individus, mais aussi les nids. Tout à fait. C'est très important. C'est que, comme je dis, la loi date de 1981. Il y a eu des modifications depuis. Elle est protégée même au niveau européen par la Convention de Bonn, Convention de Berne. Et les cigognes sont protégées, les nids sont protégés, et je vais même plus loin, beaucoup de gens ne le savent même pas, mais même les plumes sont protégées. Donc quand on dit protégé, c'est interdiction de détention, interdiction de transport, et tout ça. Donc c'est vraiment un statut de protection qui est très large. Pas de coiffe indienne avec exactement, c'est un très bon exemple, mais non, on n'a pas le droit. Oui. Guy Marchive, un dernier mot sur le Gorna. On viendra vous voir pour une émission spéciale avec vous au Gorna. Est hébergé ici à Neuwiller-les-Savernes, dans l'ancienne maison forestière. Vous en êtes le directeur. Vous n'accueillez pas, évidemment, que des cigognes. Non, donc il faut savoir qu'on est, déjà on est un établissement agréé par la préfecture. Donc on accueille toutes les espèces d'oiseaux, ça va du moineau jusqu'à la cigogne, le cygne, et également les mammifères. Donc pas les grands mammifères, pas de sangliers, pas de chevreuils, pas de cerfs, parce qu'on n'est pas équipé pour, mais tous les autres, on accueille. An manchen Tagen liebe ich dich. An manchen Tagen tue ich das nicht. Sag, hab ich 1, 2 Herzen oder ist das normal?
An manchen Tagen liebst du mich, an manchen Tagen tust du das nicht. Manchmal bereitet das Schmerzen, doch auch das ist normal. Unsere Liebe ist wie ein Storch, der im Spätsommer sein Nest verlässt. Mit etwas Glück, kehrt er im Frühjahr zurück. An manchen Tagen spür ich dich, an manchen Tagen tu ich das nicht. Nur kann ich einfach nicht sagen, woran das wohl liegt. An manchen Tagen trägst du mich, an manchen Tagen tust du das nicht. Wie lang kann man das ertragen, bis die Liebesflucht siegt? Unsere Liebe ist wie ein Storch, der im Spätsommer sein Nest verlässt. Mit etwas Glück, kehrt er im Frühjahr zurück. Unsere Liebe ist wie ein Storch, der im Spätsommer sein Nest verlässt. Mit etwas Glück, kehrt er im Frühjahr zurück. Flieg, 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 jedoch nie zu weit von mir, denn ich krieg nie, oh nie genug von dir. Flieg, flieg, jedoch nie zu weit von mir, denn ich krieg nie, oh nie genug von dir. Unsere Liebe ist wie ein Storch, der im Spätsommer sein Nest verlässt. Mit etwas Glück, kehrt er im Frühjahr zurück. Unsere Liebe ist wie ein Storch, der im Spätsommer sein Nest verlässt. Mit etwas Glück, kehrt er im Frühjahr zurück. Mit etwas Glück, kehrt er im Frühjahr zurück. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours à Neuwiller-les-Savernes, cette fois chez Monsieur et Madame Hauser. On verra tout à l'heure pourquoi. En attendant, Damien Vogt, vous êtes adjoint au maire ici à Neuwiller. On parle toujours des nombreuses cigognes blanches présentes dans cette commune. Lorsque vous êtes arrivé dans le village en 1983 pour vous installer à titre professionnel, il n'y avait pas de cigognes. Oui, c'est très juste. Donc en 83, il n'y avait plus de cigognes. Il y en avait avant et puis à partir de 83... Alors, quand on dit il n'y avait plus de cigognes, il n'y en avait pas du tout. Il y en avait, en 83, il n'y en avait plus du tout. Et donc c'est grâce à un entrepreneur local qui lui aimait beaucoup les bêtes, il avait de la volaille en quantité, et c'est lui qui a installé le premier nid de nouveau en mettant un support sur le bâtiment de l'ancienne école. École, salle du chapitre, la partie qui faisait partie de l'abbatiale, quoi. C'est lui qui a mis le premier nid, les cigognes se sont installées là. Il a également mis un nid chez lui sur un mât, près de sa maison, et petit à petit, les cigognes sont venues s'installer. Et c'est lui qui a remis certains supports de nouveau sur... il y a 2-3 supports qui ont été mis, et le reste, c'est que des cheminées, quoi. Ils ont utilisé les cheminées. Après, donc, dans les 20 dernières années, finalement, c'est là qu'il y a eu explosion de cigognes, on ne peut pas dire autrement, puisque maintenant, on a une quantité incroyable. Alors tout à l'heure, Guy Marchive nous expliquait le déclin des cigognes, la présence des cigognes dans les années 80. Est-ce que le simple fait de réamorcer des nids a suffi, effectivement, ou est-ce qu'il y a aussi une modification peut-être de
l'environnement du biotope, comme disent les scientifiques. Disons, le biotope a peut-être changé, comme disait Guy Marchive, au point de vue agriculture, en fonction des pesticides, quoi. Mais sinon, on a toujours eu beaucoup de prés, donc beaucoup d'élevage, ce qui fait que le fond du problème a toujours été. C'est-à-dire les prairies humides, on les a toujours eus. Donc les cigognes en nourriture, c'était pas un problème. En revanche, ce qui reste quand même surprenant, et Guy Marchive n'a pas su nous donner d'explication sur le fait qu'elle soit effectivement très présente ici à Neuvillers-les-Savernes et quasi absente dans les villages environnants. Est-ce qu'on peut dire, Damien Vogt, qu'il y a un mystère des cigognes de Neuvillers? Je pense, oui, c'est peut-être lié à Saint-Adelphe, qui a fait lui-même 10 miracles à Neuvillers même. Avec son âne, on a une source qui a jailli grâce à l'âne de Saint-Adelphe. Donc je pense qu'il a fait également des miracles au niveau des cigognes, puisqu'on a vraiment une quantité de cigognes qui s'y plaisent. Vous avez également une anecdote, Damien Vogt, à propos des cigognes que l'on aperçoit ici à Neuvillers-les-Savernes au moment de la fauche des prés. Oui, donc les cigognes, ce qu'elles font, Guy Marchive vous a expliqué ce qu'elles mangent, grosso modo. Donc quand les paysans labourent, on retrouve des cigognes dans les champs. Et après, c'est au moment de la fauche, deuxième fauche, c'est-à-dire au regain, fin août, début septembre. C'est là que l'image est vraiment spectaculaire. On peut compter jusqu'à 50 cigognes qui suivent le tracteur et qui sont réparties sur l'ensemble du pré pour retrouver tout ce que le tracteur fauche, quoi. Les petites souris, les lézards, plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment un spectacle à Neuvillers. Les voitures s'arrêtent le long des routes, font des photos. C'est assez fantastique. Ah oui. Alors, nous sommes ici, je l'ai dit, chez monsieur et madame Hauser. C'est un choix, bien sûr. Damien Vogt, pourquoi? Alors, c'est un choix parce qu'on se connaît depuis longtemps, déjà, depuis que je suis là. Monsieur et madame Hauser. Monsieur Hauser, il fait beaucoup de visites abbatiales et autres. Donc, il a parfois jusqu'à 2000, 3000 personnes par an en bus. On peut dire son âge? On peut dire son âge. Et s'il me le dit, je saurai. Monsieur Hauser, quel âge avez-vous? Vous avez quel âge exactement? 95 ans. Donc, à 95 ans, il fait des visites encore avec des bus pour l'abbatiale. Et madame Hauser, qui est également férue d'histoire et qui habite ici, qui a vécu ici, qui est née ici, pourra nous parler un peu des cigognes, de l'évolution des cigognes avant-guerre et puis après-guerre, quoi. Voilà pourquoi on est là. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Madame Hauser, vous êtes, vous, native de Neuvillers-les-Savernes? Oui. Vous êtes née ici? Je suis née ici. Est-ce que c'est très indiscret si je vous demande en quelle année? 27. Voilà, on laissera les auditeurs faire le calcul. 91. Félicitations, Madame Hauser. Merci. Est-ce que dans votre enfance, il y avait des cigognes à Neuvillers? Est-ce qu'il y en avait autant qu'aujourd'hui? Non, il n'y avait pas autant. Il y avait peut-être 2, 3 nids, bon. Mais on les attendait comme on attendait des amis, je ne sais pas. On était vraiment... quand lui, il est venu... Lui, c'est votre mari. Le nid est à côté. Oh, la cigogne, elle est venue. Je ne sais pas quelle joie qu'on a ressenti de voir des cigognes. Parce que dans mon temps, il y avait toujours des cigognes. Il y avait une période qu'il n'y avait pas de cigognes. Et je ne sais pas pourquoi. Bon. En quelle année, en quelle période? Après la guerre? Une période après la guerre? Après la guerre, peut-être. Je ne sais pas. Ça, je ne me rappelle plus. Bon, j'étais jeune, il y avait les Allemands, vous voyez, alors on avait d'autres... Il y avait des Allemands. Pour autant, il n'y avait quand même pas autant de cigognes qu'aujourd'hui. Non. Il y avait peut-être un nid, après il y en avait 2, 3. 2, 3. Alors, il y a beaucoup de légendes, bien sûr, autour des cigognes, notamment liées à la naissance. Il y avait une manière dans les maisons alsaciennes... de favoriser la fertilité pour attendre les bébés dans les maisons. Racontez-nous, Madame Hauser. C'est ça. Oui, comment est-ce qu'on faisait? Et tous nous, les enfants, on croyait à la cigogne qui ramène les bébés. On pensait que vraiment, c'était vrai. Et vous y avez cru pendant longtemps? Jusqu'à 14, je ne sais pas, bon. Alors on commençait déjà... mais jusqu'à cet âge, parce qu'à l'époque, on était considérés les enfants, parce qu'il y avait des sœurs. Alors, tout était péché. Vous voyez, tout était péché. Alors,
Une éducation stricte. Et ça, c'était l'éducation stricte. Aller à l'église, et puis bon, c'était comme ça. Et puis les parents aussi, on était considérés comme enfants. Et on était chez soi, c'était une vie de famille, on était ensemble, on faisait la fête ensemble. C'était vraiment pas comme aujourd'hui, les enfants partent. Et puis là, on restait plutôt jusqu'à leur mariage, on restait à la maison. Parce que moi, j'ai un frère qui a 13 ans de plus que moi. Il est resté jusqu'au soir du mariage. Il est resté à domicile. C'est une autre époque. Et puis c'est aussi un autre sujet, parce qu'on est là quand même pour parler des cigognes blanches, Madame Hauser. Est-ce que vous avez un souvenir particulier lié à la présence des cigognes, vous qui êtes née ici? Au-delà du fait qu'on les attendait, elles étaient plutôt porteuses de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier ou pas? Je ne sais pas. Oui, alors on mettait du sucre à la fenêtre pour être sûr. Alors on était un peu déçus qu'il n'y avait pas un bébé qui arrivait. Bon, il a peut-être passé, il n'a pas vu le sucre. Le sucre était là pour attirer les alors cigognes. À la fin du compte, on commençait à un peu... À douter. À douter. Bon, on a trouvé des copines, n'y crois plus. Ce sont des histoires de bébés, c'est pas vrai. Parce qu'en Alsace, évidemment, les bébés dans les familles sont apportés par les cigognes. Oui, on le disait. Madame Hauser, aujourd'hui, la présence des cigognes, vous êtes plutôt contente, ou est-ce qu'il y en a peut-être trop maintenant? Non, pour moi, c'est pas trop. Jamais. Les cigognes, c'est pratiquement... Non. Je serais déçue si demain, il n'y aurait plus de cigognes. Merci, Madame Hauser. Je serais vraiment pas content. Merci, Madame Hauser, pour ce témoignage. Hab Kirnle gesagt in der Garten, die Kirnle haben die Eltern mir geschenkt. Meine Mutter hat gesagt, ans Herz mir geleit, bewachsen, das ist deine Spruch. Jetzt bleie schon von allen Orten, dösische Blämle so schön. Es ist eine wertvolle Sucht, jede blömische Wucht, ein Edelstein von unserem Spruch. Das Frühjahr klopft an unsere Tür, komm rein und mach uns Plaisir. Der Winter ist rum, wir bleiben im Sturm. Die Luft, rüst mir den Spruch. Das Leideps in der Luft, schmeckst nicht den Duft, der blößt von unserem Spruch. Und Schwälmle haben's nicht wieder gefunden, uns Meisele singt uns sein Lied. Lach und sei froh, denn Zeit ist jetzt da, Zeit für unsere Spruch. Die Blämle, das sind unsere Kinder, macht gerne mit auf ihrem Weg. Das Sommer in die Hand, das Blätzels als Land, noch viele hunderte Jahre. Ein Frühjahr für unsere Spruch, jetzt singen wir's alle im Chor. Wir feiern miteinander, es weit ist mein Land, so mancher Traum durch die Quor. Viel ist es nicht weit, du kommst alle Zeit, sechs ganze Jahr Frühjahr für die Spruch. Ein Frühjahr für unsere Spruch, heute singen wir's alle im Chor. Wir feiern miteinander, es weit ist mein Land, so mancher Traum durch die Quor. Viel ist es nicht weit, doch kommt alle Zeit, das ganze Jahr Frühjahr für die Spruch. Das ganze Jahr Frühjahr für die Spruch.
Guy Marchive, directeur du groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, le Gornat. Quel est votre parcours, Guy Marchive? Comment est-ce qu'on devient directeur d'un tel centre de soins agréé pour la faune sauvage? Je crois qu'il y a deux phases. Il y a déjà la phase, on va dire, passion. Et donc ça, c'est vrai que c'est une passion que j'ai en moi depuis tout petit. Et vous savez d'où elle vient, cette passion? Pas spécialement, non. J'ai toujours aimé, d'abord c'était les oiseaux, c'est vrai. J'ai appris à découvrir les mammifères. Après, plus tard, j'ai commencé à faire un peu de photo animalière. Donc ça m'a permis un peu de mieux découvrir l'animal dans le milieu naturel. Après, j'ai fait une carrière professionnelle qui n'avait rien à voir en tant que commercial, où j'ai quand même appris à gérer donc des notions de gestion financière, technique, administrative. Comme quoi, ça peut servir aussi à la sauvegarde des animaux. Et à un moment, on va dire la crise de la quarantaine, on se pose des questions et on dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ce domaine ou je fais quelque chose pour lequel j'ai le sentiment de servir la cause, quoi, autant les animaux, mais l'humain derrière. Et donc, j'ai pris cette orientation. Formation sur le terrain, d'abord comme bénévole dans un centre de soins, ensuite comme salarié. Bien sûr, j'ai passé mon certificat de capacité, qui est un document qui est une reconnaissance des services d'État pour s'occuper des animaux sauvages. Et donc petit à petit, ça a fait que là, je me retrouve pas loin de la retraite et je sais déjà que même en période de retraite, je continuerai tant que je pourrai. C'est un parcours assez singulier. Il y a aujourd'hui des formations professionnelles. Est-ce que ce serait à refaire aujourd'hui? Vous auriez choisi d'emblée une voie qui vous aurait amené à cette fonction aujourd'hui de directeur du centre de soins le Gornat, ou est-ce que vous auriez choisi encore cette voie détournée? Est-ce qu'il y a assez aujourd'hui de démarches ou de structures professionnelles dans ces milieux, Guy Marchive? Des structures professionnelles, il en existe bien sûr. Donc après, il faut, je dirais, en général, ça commence par soigneur animalier, avec une orientation faune sauvage captive. Donc je crois que ça, c'est la base à faire quand on veut travailler avec des animaux sauvages bien de chez nous, quoi. Après, il y a des options pour des zoos ou des parcs zoologiques. Il faut savoir que nous, en tant que centre de soins, on est pôle de formation agréé pour préparer vraiment les personnes qui se destinent à titre professionnel à devenir soigneur animalier dans un centre de soins et à préparer le certificat de capacité. Donc c'est des choix à faire. Il y a une chose par contre, et je profite un petit peu de ce moment, je dis toujours attention, faut penser que souvent on part du rêve et il faut bien considérer la réalité. Et c'est loin d'être un monde de bisounours. On voit mourir beaucoup d'animaux, on voit des choses pas très jolies tous les jours et psychologiquement, il faut être bien assis. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Daniel Burrus, comment devient-on maire d'une commune comme Neuvillers? Alors évidemment, la question, c'est pas simplement je me suis présenté aux élections, c'est quel est votre propre parcours? En fait, pourquoi je suis devenu maire, c'est que, premièrement, je suis natif du village. On n'est pas obligé d'être natif pour devenir maire, mais je suis natif. J'ai fait des études à Strasbourg, après j'ai fait des études à Paris. Dans quel domaine? Dans le domaine de la géologie et après dans le domaine de l'économie d'énergie. Donc je suis parti pour mieux revenir. Voilà, donc ça, c'était déjà, je reviens, j'ai vu des choses, j'ai envie de faire bouger des choses localement. Et puis l'élément déclencheur de mon engagement local, c'est qu'à Neuvillers, il y a une salle omnisport qui a été construite. Nous sommes dans le parc des Vosges du Nord, nous sommes dans une région Alsace, nous sommes une commune forestière avec 600 hectares de forêt, et on nous construit une salle avec une chaudière fuel. Et on, c'est qui? C'est l'ancienne équipe d'il y a quelques années qui connaissait que le fuel, ce que je peux comprendre. Mais comme il y a des techniciens du parc des Vosges du Nord qui sont derrière, il y a des techniciens de la région, la région a une politique bois, ce genre de choses, personne n'était là pour les assister pour faire quelque chose de filière courte, d'engagement écologique et ce genre de choses. Et là, je me suis dit, non, j'ai envie parce que j'ai des compétences dans le domaine, j'ai envie de m'engager. Et donc, c'est là que j'ai commencé je suis allé voir le maire aux élections à l'époque. J'ai dit, je me présente, prends-moi sur ta liste, sinon je fais une liste à côté. C'était déjà trop tard, non? En tout cas, concernant ça. Donc, entre-temps, on a mis une chaudière bois collective, on a fait des bâtiments économie d'énergie. Donc, voilà. Et c'était moi qui portais les projets à l'époque, alors que j'étais pas encore maire. J'étais simple conseiller municipal. Mais on m'a donné... j'avais une envie de faire. Je leur ai dit, je vous trouve les subventions, je vous fais le calcul économique, je suis le projet. Et mes collègues, avant, ils nous ont dit, si tu veux faire, fais. Et voilà. Et c'est là on regrette d'avoir eu des bonnes idées. Daniel Burrus, est-ce que le maire d'une commune comme Neuvillers-les-Savernes a aujourd'hui les moyens, on est là pour les cigognes, d'agir en faveur du développement durable?
Alors, oui, on a quelques moyens par rapport au bâtiment, mais bon, après, c'est toujours conditionné aux subventions. Après, on peut. Après, il y a quand même, dans les communes aujourd'hui, c'est beaucoup plus les Comcom qui gèrent ce genre de choses. Donc, c'est vrai que les déchets ou l'eau, c'est plus de la compétence d'une commune. Donc, là, c'est des endroits où on ne peut plus vraiment agir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Mais voilà, on en est. Donc, oui, après, on peut faire des gestes au quotidien et on peut expliquer ça aux gens. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Daniel Burrus, quand on est maire de la commune de Neuvillars-les-Savernes, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? On peut être les deux, mais j'ai aussi des coups de gueule. Voilà. Donc, je vous sens quand même un peu plus coup de gueule, non? Oui. Non, c'est vrai que mon engagement, c'est aussi local, c'est pour essayer de faire bouger des choses, pour sortir un petit peu de la routine et arrêter de dire on ne peut pas faire ou on est obligé de faire. On peut aussi être acteur de notre vie et de la politique locale. Donc, en fait, quand vous me parlez d'un coup de gueule, donc le coup de gueule, c'est vrai qu'il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps. C'est vous qui parlez d'un coup de gueule. Ça aurait pu être un coup de cœur, vous avez choisi le coup de gueule. Oui, je préfère le coup de gueule parce que c'est vrai que ça fait que depuis 2 mois que je suis maire. Il y a eu une élection partielle là entre 2 tours principaux et qui est due entre autres à la gouvernance. Les communes de plus de 1000 habitants sont maintenant obligées de faire des listes complètes et je trouve que cette situation n'est nullement adaptée à des petites communes de notre taille. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que nous on se connaît tous, ou presque tous. Et en fait, avant, on pouvait jusqu'à 3500 habitants, on avait des listes, on pouvait rayer. Je veux pas celui-là, je veux pas celui-là. Là, maintenant, on est presque dans un projet comme dans les grandes villes, Strasbourg, Saverne, où il faut, grosso modo, un projet politique, il faut remplir des listes avec la parité. C'est pas que je suis contre la parité, mais il faut, à un moment, il y a du remplissage qui se fait derrière parce qu'il faut remplir, il y a une commune d'à côté qui a plus de 3500 habitants, ils n'ont pas réussi à faire de deuxième liste, donc il n'y a même pas besoin d'aller voter. Je veux dire, c'est aberrant. Poutine ne fait pas mieux donc, pour que les gens ne votent pas. Donc voilà, je trouve ça, et c'est pas... ça. En même temps, Daniel Burrus, quand on vous écoute, on se dit... Le panachage, ou en tout cas le fait de pouvoir rayer comme ça, on peut se retrouver avec une équipe municipale qui ne s'entend pas, tout simplement. Il n'y a pas envie de collaborer avec un tel et un tel. Aujourd'hui, on ne s'entend pas parce qu'il y a eu 2 projets différents ou 2 façons de... Donc, il y a des fois il faut se battre pour passer, entre guillemets. C'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus... Ça laisse plus de traces qu'à un moment, je n'ai pas envie de travailler avec lui, mais il n'y a pas eu cette bataille en amont. Comment vous expliquez aujourd'hui, Daniel Burrus, je fais écho à votre coup de gueule, comment vous expliquez ce désintérêt de nos concitoyens pour la vie publique en général, la vie politique en particulier, et est-ce que c'est le cas à Neuvillars-les-Savernes? Ce qu'il y a, c'est que je trouve que, on parlait avant de Comcom. Aujourd'hui, il y a le maire, tout le monde connaît le maire, tout le monde vient parce qu'il y a un petit problème de voisinage ou d'autres soucis. Aujourd'hui, il y a des Comcom qui ont de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'obligations. Ces Comcom ont dû être mariés il y a pas longtemps. On commence à faire des choses à une échelle plus grande, comme par exemple le Grand Est. Avant, on connaissait, on connaît le maire, mais maintenant les Comcom, on sait 2 fois même pas où elles sont, on ne sait même pas qui est l'élu. La région, c'est pareil. L'Alsace, on connaissait un petit peu les élus. Là, maintenant, le Grand Est, on est perdu. Et tout ça, c'est que du travail technocratique, entre guillemets. C'est une déshumanisation de la relation. Voilà. Donc, vous évoquez le Grand Est, Daniel Burrus, votre sentiment, cette fois-ci en tant que maire, d'une part à l'égard de la région Grand Est imposée, on le sait, puisque François Hollande l'a reconnu lui-même dans son dernier ouvrage avec d'un trait de crayon des limitations de cette région Grand Est, et puis le projet de collectivité à statut particulier dont il est question.
Je suis un petit peu dans la mouvance réflexion sur qu'on ait une Alsace à statut particulier. Je ne dis pas autonome, mais bon, on a quand même une certaine spécificité. On a notre au-delà des cigognes. Au-delà de la choucroute, mais voilà, on a notre, on est alsacien, voilà, on n'est pas grand-estien. Je ne sais pas ce que ça veut dire grand-estien, mais bon, on est alsacien, on peut quand même... et on a beaucoup de particularités avec le côté germanique, et aujourd'hui, on nous recentre un petit peu plus sur le côté France de l'intérieur, entre guillemets, ou du centralisme. Et on voit que, par exemple, le fédéralisme, ça fonctionne en Allemagne, ça fonctionne en Suisse, mais bon, en France, on est sur le jacobinisme. Merci à tous les intervenants de ce reportage consacré aux cigognes blanches de Neuwiller-les-Savernes. Pour en savoir plus sur cette commune alsacienne, rendez-vous sur www.neuwiller-les-savernes.fr. On attend des informations sur les cigognes, monsieur le maire. Et sur le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, centre de soins agréé pour la faune sauvage, rendez-vous sur www.gorna.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Elsass Blues par l'Alsacien d'adoption Alain Bachung, paru sur l'album 33 tours Roulette russe, sorti en 1979. Unsere Liebe ist ein Storch, Notre amour est une cigogne, par le groupe allemand Chapeau-Claque, sorti en single en 2009. Et enfin, Frühjahr für unsere Spruch, un printemps pour notre langue, par le chansonnier alsacien René Egles, paru sur l'album Du Mini Kitor, sorti en 2010. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.